Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans le parcours d'un joueur qui, sans faire forcément les gros titres au début, est devenu un rouage essentiel au cœur du jeu parisien. Fabien Ruiz. Oui, salut. On va effectivement s'appuyer sur pas mal d'articles de presse sportive, des analyses tactiques et puis des données statistiques assez fournies pour essayer de décortiquer son évolution au Paris Saint-Germain, son rôle précis sur le terrain et puis son influence qui est parfois un peu sous-estimée, je trouve. L'objectif est clair, donc, comprendre comment ce milieu de terrain espagnol est passé d'un statut de joueur parfois un peu pointé du doigt à son arrivée à celui de pièce maîtresse dans le système de Luis Enrique. On va se concentrer sur cette saison charnière 2024-2025 qui semble avoir vraiment tout changé pour lui et puis regarder ce qu'il attend pour la saison actuelle. Absolument. On va regarder les chiffres, bien sûr, c'est important, mais aussi essayer de comprendre le contexte tactique, la confiance de l'entraîneur, tout ça. Et puis, qu'est-ce qui fait de lui un élément si particulier et souvent si fiable, faut le dire, dans le collectif parisien aujourd'hui. Alors, commençons par le commencement. Son arrivée à Paris, c'est à l'été 2022, il venait de Naples. Si on se fie un peu à ce qu'on lisait à l'époque, les débuts n'ont pas exactement un long fleuve tranquille, n'est-ce pas ? Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. Recruté pour une somme quand même conséquente, environ 22,5 millions d'euros, il arrivait avec une belle réputation technique, forgé en Serie A, mais aussi avec des interrogations. Oui. Certains observateurs le trouvaient un peu irrégulier, manquant parfois d'impact physique ou peut-être un peu lent pour le rythme très élevé qu'on exige au PSG, quoi. Oui, je me souviens de critiques sur une certaine discrétion dans le jeu, un manque d'influence immédiate dans un milieu de terrain parisien qui était déjà, il faut le dire, très concurrentiel. L'adaptation n'a pas été instantanée. Effectivement, il a fallu un temps d'adaptation certain, chaque performance était scrutée et bon, dans un club comme Paris, la patience, c'est pas toujours la première vertu, on le sait. C'est clair. Mais c'est là justement que la saison 2024-2025 marque un véritable tournant. C'est ça qui est fascinant. Comment on explique cette montée en puissance spectaculaire ? Qu'est-ce qui a vraiment changé pour qu'il devienne si influent ? Il y a une convergence de facteurs, je pense. Mais le plus déterminant, ça semble être la confiance et la relation qu'il a établie avec Luis Enrique. Et c'est d'autant plus intéressant qu'Enrique, quand il était sélectionneur de l'Espagne, l'avait écarté pour le Mondial 2022. Ah oui, c'est vrai, une décision sur laquelle Enrique est revenu publiquement d'ailleurs. Il a même qualifié ça d'erreur rétrospectivement et il a reconnu l'importance de Ruiz. C'est quand même un sacré revirement. Tout à fait. Enrique a souligné plus tard être très content de ce qu'il apporte sur et en dehors du terrain. Il a insisté sur le fait qu'il joue et s'entraîne toujours à fond. Bon, cette reconnaissance publique, ça a dû jouer un rôle, c'est sûr. Forcément. Et puis, il y a la dimension tactique, sa polyvalence. C'est-à-dire ? Il n'est pas cantonné à un seul rôle, il bouge un peu. Non, et c'est une de ses grandes forces. Il s'est adapté à plusieurs positions au milieu. Relayeur, souvent côté gauche, oui. Organisateur, un peu plus bas. Parfois même en sentinelle quand il y avait besoin. Il a su, trouver un équilibre entre ses qualités naturelles de passeur, de créateur, et puis des responsabilités défensives peut-être plus importantes que par le passé. D'accord. Et cette transformation, on la ressent aussi visiblement dans la perception interne au club. Apparemment, c'est un joueur qui est désormais très respecté. Oui, absolument. Les retours qu'on lit dans la presse font état d'un joueur loué par ses coéquipiers, par le staff, pour son professionnalisme, son éthique de travail. On parle d'un volume de jeu énorme, d'une vraie intelligence de placement et d'une vision du jeu précieuse. Luis Enrique lui-même, d'après ce qu'on lit, met en avant sa capacité à comprendre le jeu et à couvrir les espaces. Il irait même jusqu'à dire qu'il fait partie de ces joueurs qui rendent leurs coéquipiers meilleurs. Ça, c'est un sacré compliment. En effet. Et il ne faut pas négliger un aspect pratique aussi, mine de rien. Sa maîtrise de plusieurs langues, espagnol, italien et français. Ça facilite son intégration, sa communication dans un vestiaire très international comme celui du PSG. Ça aide à créer du lien, quoi. C'est vrai. D'ailleurs, Fabien Ruiz lui-même, il cache pas l'importance de l'entraîneur dans son éclosion. Dans une interview, il attribue directement sa meilleure saison en carrière, la 2024-2025 donc, au coach et à sa demande spécifique pour les milieux de se projeter davantage vers l'avant, de prendre des initiatives offensives. Oui, cette consigne de se projeter, ça semble avoir été un déclic pour lui. Ça a libéré son potentiel offensif tout en l'intégrant dans un cadre collectif clair. C'est un bon équilibre. Parlons justement de ce potentiel offensif libéré. Les chiffres de la saison 2024-2025 sont là pour en témoigner. C'est assez spectaculaire. Oui. Les statistiques de cette saison-là sont vraiment marquantes.
Les sources divergent très légèrement sur les totaux exacts. L'une parle de 8 buts et 11 passes décisives, toutes compétitions confondues, une autre de 6 buts et 10 passes. Mais bon, la tendance est la même. C'était, et de loin, sa saison la plus prolifique en carrière sur le plan statistique. Donc c'est pas juste une impression. Il a été directement décisif très souvent. Exactement. Il a été un artisan majeur des succès du club cette saison-là, y compris lors de la campagne victorieuse en Ligue des Champions. Il a même battu son record personnel de passes décisives au PSG sur une saison. Ah oui? Ouais. Et au-delà des chiffres bruts, buts et passes décisives, certaines stats un peu plus avancées sont particulièrement révélatrices quand on le compare aux autres milieux. C'est là où ça devient vraiment intéressant pour comprendre son profil, je trouve. Quelles sont ces statistiques? Si on regarde les données fournies par des plateformes comme FlashScore pour cette fameuse saison 2024-2025, il était le milieu parisien avec le plus de passes décisives en Ligue des Champions, 4, et le deuxième en Ligue 1, 5, juste derrière Vitinha. D'accord. Il était aussi très bien classé au sein de l'équipe pour les passes longues réussies, les passes réussies dans le dernier tiers du terrain, c'est-à-dire là où ça devient dangereux, et les passes dites progressives, celles qui font vraiment avancer le jeu vers le but adverse. Donc, un joueur clé dans la construction et la finition des actions. Et il jouait beaucoup aussi, si je comprends bien. Il était souvent sur le terrain. Énormément. Il était le milieu le plus utilisé en Ligue des Champions cette saison-là, avec 17 apparitions. Et aussi celui qui a connu le plus de victoires dans cette compétition, 11, ainsi qu'en Ligue 1, 22. Il y a même une source qui le qualifie de vraie machine en termes de présence et de contribution au succès. Une vraie machine. Et une analyse de profil basée sur des données plus poussées, comme celle du site FBref, qui est quand même une référence pour les stats détaillées dans le foot, ça semble confirmer cette orientation très offensive. C'est tout à fait ça. Sur les 365 jours précédents juin 2025, donc ça couvre l'essentiel sa saison phare, il se classait parmi les tout meilleurs milieux en Europe. On parle des plus hauts centiles, c'est-à-dire le top pourcentage pour plusieurs indicateurs offensifs clés. Par exemple, donne-nous des exemples concrets. Par exemple, le nombre total de tirs tentés. Il était dans le top 6% européen. La qualité de ses occasions de but hors penalty, ce qu'on appelle les Expected Goals Non-Penalties, ou NPXG, qui mesure en gros la probabilité qu'un tir moyen depuis cette position finisse au fond, là aussi, il était dans le top 7%. Ah oui, quand même. Il est idem pour la combinaison de la création d'occasions, pour soi et pour les autres. Et pour les passes, ça donne quoi, Zan? Il excelle aussi dans les passes progressives, celles qui cassent les lignes, top 9% européen, les passes décisives, top 10%. Et même, ce qui est peut-être plus surprenant, les touches de balle dans la surface adverse, top 10%. Clairement, ça dessine le profil d'un milieu très créateur, porté vers l'avant, qui n'hésite pas à aller dans la zone de vérité et à prendre sa chance. Mais cette même analyse statistique, elle pointe aussi des domaines où il est moins dominant, c'est ça? Plutôt dans le registre défensif, j'imagine. Oui, c'est un peu le revers de la médaille de ce profil très offensif. Ses statistiques sont nettement moins flatteuses concernant les duels aériens gagnés. Il est même dans les 10% les moins performants d'Europe sur ce critère précis. Ah ouais. Et c'est aussi moins brillant sur les tacles, les interceptions ou les balles au contré, où il se situe plutôt dans la moyenne basse ou le ventre mou des milieux européens. Ce qui confirme l'impression. C'est davantage un architecte du jeu, un organisateur, qu'un pur récupérateur ou un joueur qui va imposer un défi physique constant dans les duels. Son apport se situe ailleurs. C'est exactement ça. Et c'est là qu'intervient toute l'importance du système tactique de Luis Enrique. Il s'en sert parfaitement dans ce milieu à 3, souvent composé la saison dernière avec les Portugais Vitinha et João Neves. Comment ça fonctionne, cette complémentarité? On le voit souvent évoluer comme relayeur gauche, c'est bien ça? Principalement, oui. Les analyses décrivent une complémentarité vraiment essentielle entre les trois. Ruiz, avec sa vision du jeu, sa qualité de passe, aussi bien courte que longue d'ailleurs, il aide à contrôler le tempo du match, il assure la fluidité dans la transition entre la défense et l'attaque, il donne le rythme, quoi. Et les autres alors? Vitinha et Neves, comment ils se placent par rapport à lui? Vitinha apporte souvent plus de dynamisme, de percussion, cette capacité à casser les lignes par le dribble ou la passe verticale, tu vois. João Neves, lui, a un rôle généralement plus axé sur la sécurité, l'équilibre défensif, la récupération devant la défense. Et Ruiz, il se situe un peu entre les deux, comme un garant de cet équilibre global. Un garant de l'équilibre, c'est intéressant comme description. Il est capable de participer au pressing, à la perte du ballon, de couper les lignes de passe, mais surtout de relancer proprement une fois le ballon récupéré. Son intelligence de placement est aussi souvent mentionnée, c'est vrai. C'est un atout majeur.
Peut-être moins spectaculaire qu'un tacle rageur ou une chevauchée fantastique, mais terriblement efficace pour la structure et la stabilité de l'équipe. Savoir où se placer pour offrir une solution, pour bloquer une passe adverse, c'est fondamental dans le jeu de position que prônait Enrique. Passons à un autre aspect qui ressort de manière assez dingue, cette série d'invincibilité complètement folle quand il est sur le terrain. On parlait de lui comme d'un talisman, d'un porte-bonheur pour le PSG. C'est plus qu'une anecdote, ça, non ? C'est assez remarquable, lui. Et les chiffres sont là pour l'étayer. Il y a une source qui mentionne une série hallucinante de 63 matchs consécutifs sans défaite, avec le PSG, toutes compétitions confondues, à un certain moment. C'est énorme. 63 matchs, waouh ! Oui. Et une autre source, plus récente, qui date de mars 2025, se focalise sur la Ligue 1 et parle d'un record pour un joueur du PSG, 49 matchs consécutifs sans connaître la défaite en championnat. 49 matchs de Ligue 1 sans perdre quand il joue. Il a dépassé de précédents records qui étaient détenus par Marquinhos, je crois. Ça représente quoi en termes de victoires et de nuls, ces 49 matchs ? Alors sur ces 49 matchs, il y avait 39 victoires et 10 nuls. C'est une statistique qui frappe l'imagination quand même. D'ailleurs, il faut noter que Vitinha et Zahir Emery n'étaient pas loin derrière lui dans cette série à ce moment-là. Ce qui montre aussi la solidité collective de l'équipe pendant cette période. Faut rendre à César ce qui est à César. Bien sûr, mais est-ce que c'est juste de la chance, une coïncidence statistique, ou est-ce que ça révèle quelque chose de plus profond sur son apport réel à l'équipe ? Bon, c'est toujours difficile de démêler la part de hasard dans ce genre de série, mais un tel record, ça suggère quand même quelque chose. Ça se reflète d'ailleurs dans son pourcentage global de défaites en Ligue 1. Selon une analyse statistique, sur le long terme, il affiche l'un des plus faibles pourcentages de défaites, autour de 7%, pour un joueur ayant disputé au moins 50 matchs en Ligue 1 depuis la fin des années 40. Il devance des noms comme Thiago Motta ou Christopher Nkunku sur ce critère précis. D'accord, donc au-delà de la superstition du talisman, ça témoigne sans doute de sa maturité, de sa régularité et de son importance pour la stabilité et l'équilibre de l'équipe. Quand il est là, l'équipe semble plus solide, plus difficile à battre. C'est ça l'idée. C'est une excellente illustration, je trouve, de la valeur de la patience et de l'adaptation dans le foot de haut niveau. Il est passé du statut de joueur critiqué, voire moqué parfois, au début, soyons honnêtes, à celui de titulaire quasi incontournable. Décrit comme un leader silencieux, respecté pour son professionnalisme et sa capacité à hausser son niveau dans les grands matchs. Et les témoignages de ses pairs ou d'observateurs vont dans ce sens. On trouve des citations assez fortes. Vitinha qui disait de lui « Jouer avec Fabien, c'est facile, il voit tout avant les autres ». Ou Martin Terrier, l'attaquant rennais, après un match contre Paris, qui affirmait « Ruiz est partout, il est devenu le patron du milieu à Paris ». Même des consultants parfois, critiques comme Jérôme Roten, reconnaissait en mai 2025 qu'il était le joueur qui a le plus progressé sous Luis Enrique. Il est même allé jusqu'à le qualifier de « plaque tournante du PSG ». C'est une forme de consécration médiatique, après avoir gagné sa place sur le terrain, clairement. Rappelons peut-être brièvement d'où il vient avant d'arriver à Paris. Son parcours de formation, tout ça ? Oui, il est né en Andalousie, dans une petite ville, Los Palacios y Villafranca. C'est marrant, parce que c'est aussi la ville natale de Jesus Navas et de Gavi, tiens. Formé au Betis Séville, club qu'il a rejoint très jeune, il a fait ses débuts professionnels en 2014 avec le Betis. Il y a eu un prêt à Elche en deuxième division en 2017 qui semble avoir été important pour son développement avant qu'il ne s'impose vraiment au Betis la saison suivante. Et ensuite, le grand saut vers l'Italie à Naples. Exactement. Transfert à Naples à l'été 2018 pour une somme déjà importante à l'époque, 30 millions d'euros. Il y a passé 4 saisons très solides en Serie A, s'affirmant comme l'un des meilleurs milieux du championnat italien. C'est d'ailleurs à Naples que sa valeur marchande a atteint son pic, estimé à 60 millions d'euros fin 2019. 60 millions, ouais. Puis, l'arrivée au PSG en 2022. Et quid de sa situation contractuelle et de sa valeur aujourd'hui ? Il est où dans la hiérarchie ? Alors, son contrat avec le PSG court jusqu'en juin 2027. Son salaire annuel brut est estimé par certaines sources autour de 9 millions d'euros. Quant à sa valeur marchande, elle était estimée à 35 millions d'euros fin 2024 par une source et 40 millions en juin 2025 par une autre.
C'est moins que son pic à Naples, évidemment, mais ça reste une valorisation très solide. Ça le plaçait parmi les joueurs les mieux cotés de l'effectif parisien, aux alentours de la 12e place fin 2024. D'accord, et il faut dire que son palmarès s'est considérablement étoffé ces dernières années. C'est plus le même joueur qu'à son arrivée. Ah oui, c'est devenu assez impressionnant, hein. Champion de France en 2023 et 2024, vainqueur de la Coupe de France 2024, il avait déjà gagné la Coupe d'Italie avec Naples en 2020, et puis bien sûr les succès majeurs. La Ligue des Champions avec le PSG en 2025. La consécration. Et avec l'équipe d'Espagne, il a remporté la Ligue des Nations en 2023 et surtout l'Euro 2024 où il a été excellent. Il a même été nommé dans l'équipe type du tournoi. C'est vrai, il avait été très bon à l'Euro. Ce qui nous amène à la saison actuelle, 2025-2026. Après une saison 2024-2025 aussi exceptionnelle, tant sur le plan individuel que collectif, quel est le grand défi pour Fabián Ruiz maintenant ? C'est quoi la suite ? Le défi principal, je pense, c'est la confirmation. Une source qualifie d'ailleurs cette saison de plus grand défi de sa carrière. Il ne s'agit plus de prouver qu'il a le niveau, ça c'est fait, mais de maintenir ce statut de joueur absolument capital dans une équipe qui vise l'excellence absolue, qui veut rester au sommet de l'Europe et être considéré comme la meilleure au monde. Il doit assumer ce rôle de leader technique, de métronome, semaine après semaine. La pression est différente, ouais. Il ne s'agit plus de s'imposer, mais de durer et de continuer à porter l'équipe au plus haut niveau. L'objectif collectif est clair. Continue à gagner, encore et toujours. C'est ça Paris. C'est exactement ce que Ruiz exprimait lui-même dans une interview qu'on a pu lire. La difficulté n'est pas de gagner, c'est de remporter de nouveau des titres, de marquer à nouveau l'histoire. L'équipe et lui-même sont conscients de l'immense défi que représente le fait de tenter de réaliser une saison aussi aboutie que la précédente. La barre est très, très haute. Et tout ça arrive à un moment charnière pour lui personnellement. Il fête ses 30 ans cette saison, il est né en avril 1996, c'est souvent l'âge de la pleine maturité pour un milieu de terrain. Et puis, il y a la perspective de la Coupe du Monde 2026 avec l'Espagne, qui arrive vite. Précisément. Réaliser une nouvelle grande saison avec le PSG, ce serait la meilleure préparation possible pour ce mondial. Après avoir brillé à l'Euro 2024 et être devenu un titulaire indiscutable en sélection sous les ordres de Luis de la Fuente, il a une carte majeure à jouer. La saison est bien lancée d'ailleurs. Une des sources mentionnait un match important contre Tottenham ce soir même, le 29 octobre 2025, au Stadio Friuli. Signe que les grands rendez-vous s'enchaînent déjà. D'accord, bon, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, Fabián Ruiz au PSG, c'est l'histoire d'une trajectoire assez fascinante finalement. D'abord dans l'ombre, parfois critiqué pour son style jugé pas assez percutant peut-être, il s'est transformé sous Luis Enrique pour devenir un architecte essentiel du milieu de terrain, un véritable pilier du collectif champion d'Europe. Tout à fait. C'est un joueur qui combine aujourd'hui un volume de jeu impressionnant, une intelligence tactique très fine, notamment dans sa compréhension du jeu, son placement, et un apport statistique qui est devenu indéniable lors de la saison 2024-2025. D'une certaine manière, il incarne peut-être bien cette évolution du PSG vers un jeu plus collectif, plus maîtrisé, peut-être moins dépendant des exploits individuels éclatants après l'ère Mbappé. C'est une autre forme de leadership. Son parcours est une belle leçon, je trouve, sur la valeur de l'adaptation, du travail acharné, mais aussi de la confiance mutuelle qui peut s'établir entre un joueur et son entraîneur, même quand ça n'a pas commencé de manière idéale entre eux au niveau de la sélection. Oui, il démontre qu'on peut s'imposer au plus haut niveau par la constance, l'intelligence de jeu et la qualité technique, même sans correspondre forcément aux stéréotypes du milieu surpuissant physiquement ou omniprésent médiatiquement. Il est passé de l'ombre à la lumière par sa fiabilité et sa justesse, tout simplement. Et ça nous laisse avec une question intéressante pour conclure peut-être. Au-delà des statistiques clinquantes ou des gestes spectaculaires qui captent l'attention immédiate, quelle est la véritable mesure de l'impact de joueurs comme Fabián Ruiz ? Comment ces profils, constants mais peut-être moins flamboyants au premier abord, finissent-ils par façonner l'identité profonde et le succès durable d'un très grand club ? Quelles traces laisseront ces joueurs qui ont su transformer le doute en respect unanime ?